Eh, tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Dans l'épisode de la semaine dernière, Jonathan Fernandez nous a consacré une interview pour nous présenter l'enseignement explicite. Mais à la suite de cet épisode, vous êtes-vous demandé comment mettre réellement en œuvre en classe ce type d'enseignement? C'est pour répondre en partie à cette question que nous sommes allés recueillir le témoignage de collègues de terrain. Nous avons ainsi pu interviewer 6 collègues qui répondent à nos questions et donnent des pistes concrètes sur la réalité en classe. Nous avons au total plus d'une heure d'entretien avec ces professeurs. Nous avons donc décidé de les découper en plusieurs épisodes, en particulier l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode de la prochaine fois. Vous allez ainsi pouvoir entendre aujourd'hui Marie, professeure de mathématiques à Versailles, Marion, professeure de SVT à Créteil, Stéphane, professeur d'anglais également à Créteil. Dans l'épisode de la prochaine fois, vous pourrez également entendre Nathalie, professeure du premier degré, actuellement en CM2 dans l'Académie de la Réunion, Raphaël, professeur de mathématiques dans l'Académie de Paris. Nous avons également le témoignage de Laurence, professeure d'histoire-géographie dans l'Académie de Versailles, mais que vous entendrez un petit peu plus tard dans un épisode ultérieur. Bonne écoute, en espérant que ces pistes concrètes vous inspirent pour vos pratiques de classe, et à bientôt. Bonjour Marie, merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce podcast autour de l'enseignement explicite. Nous nous connaissons puisque tu fais partie du groupe Éducation et sciences cognitives de l'Académie de Versailles. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Marie Salmon, je suis enseignante en mathématiques en collège à Rueil-Malmaison depuis de très nombreuses années. Je suis effectivement formatrice depuis une dizaine d'années dans différents domaines de pédagogie. Alors, concernant l'enseignement explicite, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à cette thématique-là ? Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser en classe ou découvrir cette stratégie d'apprentissage ? Alors tout d'abord, dans mon ADN d'enseignante, c'est vraiment la pédagogie qui est au centre de mon intérêt et de mes pratiques. C'est ce qui m'a menée vers tout d'abord les sciences cognitives, réfléchir vraiment comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les élèves dans le fait d'apprendre. C'est vraiment tout le centre de mon intérêt et de ma profession. Et à partir de ce moment-là, si on s'intéresse à comment on apprend, quels sont les gestes professionnels efficaces, si on peut utiliser ce mot-là, pour l'apprentissage, l'enseignement explicite fait partie aujourd'hui du contexte de ce dont on entend parler dans les différentes recherches scientifiques. Et donc, qu'est-ce que tu as expérimenté en classe ? Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place en classe ? Parce que en fait, cette stratégie-là, elle est découpée. Il y a différentes étapes. Qu'est-ce qui a été important pour toi dans la classe auprès des élèves ? Alors tout d'abord, quand je me suis renseignée, me suis formée à cette stratégie, j'ai reconnu un certain nombre de gestes et de postures que j'avais déjà dans mon quotidien d'enseignante. Et puis un appui sur d'autres gestes que je pratiquais, mais pas forcément de manière consciente. Donc ça m'a amené une certaine mise en conscience de l'importance de certains gestes professionnels dans ma pratique. Ce qui m'a fait un petit peu peur au départ, c'est le continuum des différentes étapes qui sont proposées dans le processus, et de me dire est-ce que j'arriverai à mettre ça en place ? Est-ce que c'est pas un cadre qui est trop ferme, trop dense pour moi ? Et en fait, j'ai d'abord mis mon attention sur différents éléments, donc sur la phase d'ouverture, par exemple. J'ai peut-être d'abord développé cette phase d'ouverture, de présentation du pourquoi et de l'intérêt de l'apprentissage en cours. Avec tout ce qu'on sait sur les sciences cognitives aussi, une attention sur la phase de clôture, de prendre le temps
de mettre au clair explicitement de ce qu'on venait d'apprendre, de comment on venait de l'apprendre, et puis de comment on allait planifier toute la consolidation mnésique de ces connaissances. Voilà, donc j'ai mis en place en fait par petites touches au départ dans ma pratique sur certains thèmes, sur certains apprentissages ciblés, et j'ai pas transformé ma pratique d'un coup. D'accord. Et alors, dans l'enseignement explicite, les étapes centrales que sont le modelage, la pratique guidée, comment est-ce que toi, tu as pu mettre cela en place auprès de tes élèves? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Comment est-ce que tu t'y es prise finalement? Et sur quel thème peut-être dans ta discipline ça a été plus facile à mettre en place? Alors, il me semble que nous, dans ma discipline, en mathématiques, le côté modelage et pratique, alors en tout cas pratique autonome, c'est déjà ancré dans nos gestes didactiques. Quand on présente une procédure, par exemple, je ne sais pas moi, additionner des nombres relatifs, mais on va vraiment montrer, avoir une procédure définie et la montrer par les gestes. Je regarde le signe, si les deux signes sont identiques ou pas. Voilà, on a vraiment tout un déroulé comme ça qui est finalement, que je crois, est déjà dans les gestes de la plupart des enseignants de mathématiques. Donc le côté modelage, pour moi, a été assez facile à mettre en place. La pratique autonome, c'est aussi quelque chose qui est déjà très ancré dans nos habitudes de travail. On donne des exercices aux élèves, on les corrige ensemble, on passe dans les rangs, on va voir si les élèves avancent bien ou pas, et puis si on sent qu'il y a quelque chose qui coince, on va refaire un point, on va refaire un modelage. Éventuellement, quand un besoin se fait sentir auprès des élèves, on revient dans une pratique guidée si elle est nécessaire. Donc, ces étapes-là étaient quelque chose de déjà assez en place pour moi. Et finalement, ça m'a amené à me poser plus la question de ce que présente l'enseignement explicite, c'est les gestes professionnels efficaces. Et finalement, c'est plus par cette entrée-là que je suis passée. Et en particulier, le geste sur lequel j'ai le plus travaillé et qui change le plus ma pratique, c'est ce qui est appelé les gestes d'objectivation. Donc de s'assurer de la compréhension, aussi bien de l'objectif d'apprentissage que de l'apprentissage lui-même. On a tendance en classe à être très influencé par les élèves qui lèvent la main et qui finalement sont ceux qui ont déjà compris. Et donc d'interroger de manière un petit peu plus aléatoire les élèves pour voir finalement de manière collective où en est l'avancée de l'apprentissage. Est-ce que la compréhension réelle concerne la plupart des élèves ou est-ce que finalement simplement les 3 qui lèvent la main ont compris et les autres sont encore assez perdus? Donc j'ai beaucoup développé mon questionnement, mes gestes d'objectivation auprès des élèves pour m'assurer de l'avancement de la compréhension. Et justement à ces différentes étapes dont on parle pour l'enseignement explicite, la phase d'ouverture, de modelage, pratique guidée, pratique autonome, comment est-ce que toi tu utilises ces étapes-là? Est-ce que c'est sur une séance ou est-ce que tu fractionnes? Comment est-ce que tu t'es emparé de chacune de ces étapes-là auprès de tes élèves? Alors ça va être très variable suivant l'apprentissage visé. Si l'apprentissage visé est, je prenais l'exemple tout à l'heure d'une technique de calcul, je vais pouvoir avoir mes différentes étapes dans un laps de temps relativement court, parce que l'apprentissage est extrêmement ciblé. Je disais, l'addition des nombres relatifs, bon, on va pas y passer une semaine non plus. Par contre, quand il s'agit d'un apprentissage plus large, un apprentissage d'une compétence, un apprentissage d'une notion assez complexe ou d'un geste tel que justifier un raisonnement, argumenter. Là, forcément, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, je vais avoir une phase d'ouverture qui va expliciter les objectifs d'apprentissage visés, comment on va s'y prendre pour atteindre cet apprentissage. Et puis je vais aussi, dans cette phase d'ouverture, beaucoup expliciter une certaine bienveillance envers soi-même à avoir, que l'apprentissage va se faire par étapes, et qu'il y a des moments où ça va être difficile, et que ça va pas venir tout de suite. Et donc ces précautions dans l'ouverture, de montrer ce processus d'apprentissage long, me semblent nécessaires avant de passer à la suite. Et donc, pour un apprentissage un peu complexe, d'une compétence un peu complexe, ça va se dérouler sur plusieurs séances, voire sur plusieurs semaines. Pas forcément à toutes les séances,
parce que là, on va avoir un niveau qui est conceptuellement plus avancé, qui va prendre plus de temps à s'ancrer, plus de temps à se développer. Donc ça peut aussi être un objectif d'apprentissage à long terme. Et donc, dans les différentes séances, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu peux passer donc, d'une phase de modelage à une phase de pratique guidée, puis pratique autonome, et revenir à la pratique guidée si nécessaire. Et est-ce que tu as mesuré l'effet donc de cette stratégie d'apprentissage sur tes élèves? Alors, sur mes élèves, ce que je peux observer, c'est un plus grand investissement dans les phases de pratique guidée et de pratique autonome, c'est-à-dire que les élèves s'engagent plus facilement dans la tâche demandée, ils sont un petit peu moins réticents, un petit peu moins frileux, ils vont s'y engager plus facilement. Et puis, ils vont aussi souvent, je trouve maintenant, mieux comprendre l'objectif d'apprentissage par rapport à l'objectif de la tâche. Certes, on est en train de résoudre un problème, mais l'objectif, c'est pas juste de résoudre ce problème. Il y a un objectif d'apprentissage derrière, de savoir comprendre un énoncé, prendre en compte les données, qu'est-ce que je vais en faire. Donc voilà, je pense qu'ils voient mieux l'objectif d'apprentissage derrière celui de la tâche. Et donc, ils sont davantage engagés. Voilà. A priori. Exact. A priori. Tu es donc aussi formatrice. Quels conseils pourrais-tu donner justement à des collègues qui découvrent cette stratégie ou qui s'y intéressent et qui peuvent avoir quelques difficultés à mettre en œuvre cette stratégie d'enseignement explicite? Alors d'abord, de ne pas se mettre la pression sur le fait de tout de suite révolutionner toute leur façon d'enseigner, parce que l'enseignement explicite, c'est une pédagogie, c'est une stratégie pédagogique, et ce n'est pas la stratégie pédagogique magique pour tous les thèmes. Donc de choisir les thèmes qui correspondent à ce processus, de se lancer et de pas forcément s'engager tout de suite sur toutes les étapes, de mettre leur attention sur d'abord une étape sur laquelle ils se sentent de se lancer, puis une deuxième, et puis au fur et à mesure d'étayer leur pratique, avec là aussi un regard très bienveillant envers eux-mêmes. On réussit pas tout du premier coup, et surtout, si ça a été décevant une première fois, de se relancer, de réessayer. Et puis, si c'est possible d'avoir un ou une collègue avec qui on a envie de partager ça, d'aller s'observer les uns les autres. Et là, je me positionne en tant que formatrice. J'ai pu accompagner des équipes sur la mise en place de cet enseignement explicite. Et ce qui est le plus efficace, le plus porteur de progrès, le plus riche pour les enseignants, c'est d'aller s'observer les uns les autres et ensuite d'analyser ensemble, vraiment sous l'œil des gestes professionnels, pas sur la qualité de la leçon qui a été donnée, mais quels gestes professionnels ont été mis en place et qu'est-ce qu'on a observé comme effet sur les élèves. Et ça, c'est vraiment le plus riche. C'est l'échange et l'observation croisée. Eh bien, merci Marie pour cet entretien. Et puis, on se retrouve bientôt. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Marion, je suis enseignante de SVT dans l'Académie de Créteil, en collège, depuis un certain nombre d'années. Je m'appelle Stéphane et je suis enseignant d'anglais en collège également. Alors, tous les deux, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressés à l'enseignement explicite ? Alors moi, ça fait plusieurs années que je me forme dans le cadre du plan de formation académique sur les sciences cognitives. Et donc j'ai vu apparaître un module l'année dernière sur tester l'enseignement explicite. Je suis allée voir un petit peu ce que c'était. Et ça m'a plu que ça vienne d'observations d'enseignants en classe et qu'ensuite ça a été testé par des protocoles scientifiques comme le reste des apports des sciences cognitives. Et donc j'ai suivi le module tester l'enseignement explicite. Je pense que chez moi, ça fait partie d'un cheminement qui s'étale sur plusieurs années. Sans doute un moment de ma carrière où j'ai cherché à faire progresser mes élèves en m'intéressant à des thématiques qui sont plus transdisciplinaires que disciplinaires. Et donc je me suis d'abord intéressé aux questions de lutte contre le décrochage scolaire et aux différentes théories de la psychologie cognitive et de la motivation. Et donc naturellement, j'en suis venu aux sciences cognitives et à l'enseignement explicite. Et concrètement, comment est-ce que vous avez essayé de le mettre en place ? Et dans votre pratique, à quel moment est-ce que vous pratiquez l'enseignement explicite ? Donc dans le cadre de la formation tester l'enseignement explicite, on était incité à le tester. Et donc j'ai testé l'année dernière sur la lecture de cariotypes en 4e, parce que c'était quelque chose de nouveau
pour l'ensemble des élèves. Et l'année dernière, j'avais uniquement des... Du coup, je trouvais ça plus facile à mettre en place sur quelque chose de complètement nouveau. Et cette année, comme j'ai des classes de 6e, j'ai prévu de le mettre en place sur plusieurs choses. Par exemple, la lecture et la compréhension des consignes, la lecture de graphiques, voilà, un certain nombre de choses comme ça. Y compris des choses très spécifiques à ma discipline, comme l'utilisation du microscope ou la réalisation d'un dessin d'observation. Et toi, Stéphane ? Donc pour moi, ça a été la même chose. Ça a été dans le cadre de la formation expérimenter l'enseignement explicite que je l'ai mis en place pour la première fois. J'ai expérimenté sur de l'entraînement à la compréhension de l'oral. Et ensuite, depuis, on va dire que dans ma pratique, je me rends compte que c'est surtout au moment d'activités plus courtes que je fais des modelages quand les tâches sont un peu complexes pour les élèves et qu'en réalité les consignes nécessitent plusieurs actions de leur part, que vraiment j'explicite ce que moi je ferais dans les activités. Et justement, lorsque vous avez expérimenté l'enseignement explicite, quelles ont été les difficultés rencontrées ? Alors moi j'ai trouvé ça difficile d'adapter des activités et les séquences qui étaient déjà conçues en cours d'année, parce qu'en termes de timing des séances, de programmation, et j'avais du mal à me détacher de ma première version pour vraiment aller vers de l'enseignement explicite comme on l'entend avec les différentes étapes. Donc là, je pense que ça va être plus facile en repartant de zéro, en ayant cette idée au moment de la conception de l'activité. Et j'ai trouvé ça aussi difficile parce que dans un premier temps, j'avais pas compris qu'on n'était pas obligé de faire toutes les étapes sur une même séance. Et sur 50 minutes, je trouvais ça infaisable. Et donc, ça m'a beaucoup facilité la tâche quand j'ai compris que vraiment l'idée, c'était de conserver le modelage et la pratique guidée ensemble, mais que bien évidemment, la suite pouvait être différée à une autre séance ou à du travail individuel à la maison. C'était pas forcément linéaire comme démarche. Voilà. La difficulté qui est rencontrée pour moi, elle vient de l'enseignement de ma matière, qui est l'anglais, donc une langue vivante, où en fait on évite d'avoir recours au français pour vraiment placer les élèves dans un bain linguistique, ce qui peut vraiment représenter un frein pour la phase de modelage. Donc depuis, ce que j'essaie de faire, c'est en réalité, au lieu de dédier vraiment des séances entières à l'enseignement explicite et des séances qui se transformeront en séances de méthodologie, en réalité, j'utilise les principes de l'enseignement explicite pour des activités qui sont beaucoup plus courtes. Et puis, j'ai recours à des élèves qui sont médiateurs. À ce moment-là, je peux tout à fait modeler des activités courtes en anglais et puis m'appuyer sur ces élèves qui seront médiateurs pour expliquer aux autres élèves de la classe. Lorsque vous recourez à l'enseignement explicite, quels effets observez-vous chez vos élèves ? Alors, donc, quand j'ai pu le tester sur la lecture, l'analyse d'un cariotype l'année dernière, j'ai constaté pendant la séance que ça aidait vraiment certains élèves qui étaient déjà décrocheurs dans la plupart des disciplines, qui n'entraient pas en activité, que sur ces séances-là, ils sont tous entrés en activité. Donc, je pense que ça a permis de lever pour certains des inquiétudes ou des choses comme ça qui les empêchaient d'entrer dans l'activité. Lors des évaluations, ensuite, j'ai eu vraiment de très bons résultats. Et cette année, ma collègue qui a récupéré certains de mes élèves en 3e a fait des petits rappels quiz sur la génétique et elle m'a fait un retour justement très récemment en me disant qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient vraiment restées de l'année dernière et que c'était très positif par rapport à ce qu'elle pouvait voir les années précédentes. Moi, je pense que j'ai pas encore assez de recul pour savoir si ça a vraiment un impact sur les résultats, donc sur les évaluations de mes élèves. Mais je remarque qu'il y a une mise au travail en autonomie qui est beaucoup plus rapide chez mes élèves. Alors qu'avant, en circulant dans l'espace classe, je pouvais voir qu'il y a des élèves qui faisaient pas encore l'activité qui était demandée. Là, aujourd'hui, en réalité, je vois que quand vraiment j'essaie de faire un modelage des attendus de l'activité,
je vois que mes élèves ont quasiment tous ou toutes leurs crayons dans la main et qui se sont mis au travail. Marion Stéphane, un grand merci pour vos témoignages. Voici le premier épisode des témoignages de pratique de classe de l'enseignement explicite terminé. Merci de l'avoir écouté. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.